Voici comment les dinosaures sont devenus des oiseaux. Car oui, les dinosaures sont bel et bien les ancêtres des oiseaux. Donc dans cette vidéo, on va explorer comment les oiseaux ont pu passer de petits dinosaures aux animaux qu'on connaît aujourd'hui. Moi c'est Mandibulata, et je suis un youtubeur spécialisé dans les animaux d'aujourd'hui et d'hier. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de mon contenu. Donc relaxez-vous, prenez une tasse de thé, et plongeons ensemble dans l'histoire des oiseaux. Les oiseaux ne descendent pas vraiment de n'importe quel groupe de dinosaures. En effet, dans les dinosaures, on a trois grands groupes si on simplifie. Les sauropodes, qui sont les grands herbivores à long cou et à longue queue, les ornithischiens, les tricératops, stégosaures, iguanodons, etc. Et finalement, les théropodes, le groupe dont les oiseaux sont originaires. Alors le groupe des théropodes, c'est un groupe de dinosaures bipèdes à majorité carnivore, qui comporte des stars comme le T-Rex, les raptors et le spinosaure. Ils avaient pour beaucoup des plumes et même un bec comme les oiseaux. Mais certains étaient plus proches des oiseaux que les autres. En effet, parmi les théropodes, un groupe se démarquait. Les maniraptoriens, un groupe comportant les dromaeosauridae, les trodontidés, qui sont les raptors et les trodons, et les oiseaux. Les maniraptoriens possédaient déjà beaucoup de caractères que l'on retrouvera chez les oiseaux, comme les plumes, le bec et même le vol, qui est apparu indépendamment chez les dromaeosauridae avec Microraptor il y a 120 millions d'années. Mais les oiseaux véritables, eux, étaient apparus bien avant Microraptor. En effet, si on se retrouvait dans les forêts de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne il y a 152 millions d'années, on aurait probablement aperçu le tout premier oiseau connu, l'Archaeopteryx, un oiseau / dinosaure qui mesurait environ 60 cm de long et se nourrissait d'insectes, de vers et en général toutes sortes de petits animaux. Sa manière de voler était sûrement très différente de celle des oiseaux modernes, car il lui manquait une articulation cruciale dans ses ailes, ce qui l'aurait empêché de décoller à partir du sol, donc il aurait sûrement pratiqué le vol plané ou un vol très similaire. Mais pour trouver des oiseaux plus modernes, on va devoir faire un bond de plusieurs millions d'années pour se retrouver dans les forêts de la Chine, il y a environ 122 millions d'années, on pouvait rencontrer l'oiseau Confucius ornis, mais juste c'est quoi ce nom en fait? Un oiseau de taille moyenne, 70 cm d'envergure environ, qui comporte beaucoup plus de caractères modernes qu'Archaeopteryx, comme la disparition de sa queue et l'apparition du bec, bien que pendant très longtemps, les oiseaux à dents et à bec vont cohabiter. Un grand exemple de cela est un oiseau qui est la terreur d'absolument tous les joueurs de Ark, l'Ichthyornis, un oiseau américain qui ressemblait fortement à une mouette moderne avec une envergure de 43 cm, mais à un détail près. Car il avait des dents, ce qui était normal pour les oiseaux de l'époque, mais toujours très bizarre pour nous. Ichthyornis vivait quasiment comme les mouettes actuelles, à se nourrir de poissons et de toutes sortes d'aliments dans les environnements côtiers. Ichthyornis était d'ailleurs un des plus proches parents de lignée des oiseaux modernes, le groupe Aves, les vrais oiseaux, un groupe constitué de trois grands ensembles, les paléoniates, qui sont les autruches, casoars et autres émeux, les volailles, leur vrai nom est juste trop compliqué, qui comportent les poules, les canards, les dindes, etc., et le reste des oiseaux qui forment l'ensemble Néo-Aves. Un des premiers ensembles à diverger au Crétacé sera l'ensemble des volailles avec Ostinornis il y a 85 millions d'années, qui est une petite volaille qui pavera la voie à un futur sombre pour ses descendants aux mains des êtres humains. Mais pour que ça devienne intéressant, on va devoir faire un saut dans le temps pour se retrouver il y a 66 millions d'années, au moment où les dinosaures non-aviens se sont fait smash par une grosse météorite. Car dans les décombres de l'astéroïde, rares sont les dinosaures qui ont survécu, dû au manque de nourriture et de soleil. Les grands dinosaures qui dominaient fièrement la planète, il y a des années, sont tous morts, laissant derrière eux seulement les oiseaux véritables qui ont survécu. Leur survie est due à plusieurs facteurs. D'abord leur petite taille, qui est très avantageuse pour une consommation moindre de nourriture. En gros, ils sont un peu en mode économie d'énergie. Leur sang chaud leur permet aussi de ne pas mourir de froid lors de l'hiver post-apocalyptique qui s'est abattu sur la Terre. Et finalement, leur survie est due à leur bec dur, qui leur permet d'accéder aux sources dures de nourriture, comme les graines, qui étaient un peu la seule source de nourriture à l'époque. Donc, après avoir passé cette grande épreuve, les oiseaux se retrouvèrent dans un monde étrange. Au lieu d'être oppressés par leurs grands cousins, les dinosaures, ils étaient maintenant libres de reprendre l'œuvre de leurs ancêtres. Mais un autre groupe d'animaux avait exactement la même idée. Le premier groupe d'oiseaux à essayer d'imiter ses lointains ancêtres est le groupe des oiseaux terreurs. Un groupe de néo-aves, incapables de voler, cousins des corbeaux, rapaces et perroquets, qui ont sévi en Amérique du Sud et plus tard au Nord, entre 66 et 1,8 millions d'années dans le passé. Les oiseaux terreurs étaient de féroces prédateurs, chassant des rongeurs et des mammifères de taille moyenne en général.
En fait, les oiseaux terreurs victimisaient les mammifères car ils cohabitaient avec de nombreux prédateurs comme Thylacophilus, qui malgré son apparence est plus proche des kangourous que des félins, qui, à cause des oiseaux terreurs, a dû se cantonner à un mode de vie forestier. Les oiseaux terreurs étaient très grands avec des tailles comprises entre 1 et 3 mètres de haut et étaient très diversifiés avec des membres comme Phorus racos, Kelenken et Titanis. Mais comme toutes les bonnes choses, les oiseaux terreurs ne sont pas éternels car les oiseaux terreurs, malgré leur puissance, s'éteindront il y a environ 1 million d'années. On ne sait pas vraiment à quoi est due leur extinction, mais on pense que lors de la connexion entre les continents sud et nord-américains avec l'isthme de Panama il y a 2,7 millions d'années, les oiseaux terreurs ont été submergés par une vague de grands félins, de canidés et mammifères prédateurs en général, qui ont mis fin au règne des oiseaux terreurs sur l'Amérique du Nord. Mais leurs cousins, le reste des Néoaves, eux, sont loin d'être morts. En fait, les Néoaves sont le groupe de vertébrés qui sont les animaux à colonne vertébrale les plus diverses actuellement, avec environ 9000 espèces regroupées dans 10 ensembles différents qui forment aujourd'hui la grande majorité des oiseaux. D'abord, on a les Telluraves, qui sont, si on résume, les rapaces et les passereaux, comme le moineau et les corbeaux, les écornites, qui sont les albatros, manchots, pélicans, etc., et en général beaucoup d'oiseaux aquatiques, les strysaures, qui sont les colibris et les martinets, les colombomorphidés, qui sont les pigeons et leurs cousins, les miradornites, qui sont les flamants roses et les grèbes, les opistocomiformes, qui sont les oasines, un groupe d'oiseaux très spéciaux vous allez voir, les grues, et finalement les charadiformes, qui sont les mouettes, et toutes sortes d'oiseaux de rivage. Mais certaines espèces, parmi tous ces groupes-là, se démarquent par leurs caractéristiques uniques. On commence avec un oiseau considéré comme banal, mais qui en fait ne l'est pas vraiment. Le corbeau. Alors vous vous direz sûrement, Mais pourquoi le corbeau est-il unique? vous le verrez très bientôt, mais d'abord définissons ce qu'est un corbeau. Ce qu'on appelle communément un corbeau sont les nombreuses espèces du genre Corvus réparties sur toute la planète. Leur taille varie beaucoup, pouvant aller d'une envergure de 32 cm à une envergure de 70 cm. La couleur de leur plumage est pour la plupart des espèces noire, mais chez des espèces tropicales, on retrouve aussi des teintes blanches ou grises. Les corbeaux sont apparus en Asie centrale et se sont peu à peu répartis dans le monde. Ils sont connus pour leur adaptation très facile au milieu urbain, y devenant un animal très répandu. Il s'y nourrit de toutes choses, allant de cadavres à des fruits, en passant par des graines. Mais s'ils sont connus pour une chose en particulier, c'est bien leur intelligence, qui est incroyable. En effet, ils sont capables de se reconnaître dans un miroir, ce qui montre une forme avancée de conscience de soi. Ils utilisent des outils comme des bâtons qu'ils taillent pour accéder à la nourriture, mais encore plus fou, ils font alliance avec les loups pour mieux chasser des proies et vivent en communauté de 200 à quelques milliers d'individus. D'ailleurs, les corbeaux possèdent des relations très particulières avec les humains, car les corbeaux peuvent reconnaître les gens selon leurs traits de visage, et donc en fait, les corbeaux de ton quartier savent exactement qui tu es, donc comporte-toi bien avec eux, car ils peuvent se rassembler pour nuire aux humains qu'ils trouvent mauvais, et peuvent même donner des offrandes aux humains qui se sont bien comportés selon eux. De plus, les corbeaux vivent entre 20 et 30 ans, et peuvent même atteindre environ 60 ans. Mais maintenant, éloignons-nous des corbeaux pour parler d'un oiseau disons plus primitif. Le Oasine huppé, un des oiseaux les plus chelous de la planète qui vit dans les jungles d'Amérique du Sud. C'est un oiseau assez grand avec une envergure d'environ 70 cm, il pousse des cris similaires à la respiration d'un fumeur asthmatique. Oui, sans blague. Le Oasine est un oiseau grégaire, donc qui vit en groupe, herbivore, digérant les feuilles par un processus de fermentation similaire à celui des vaches, ce qui est unique pour un oiseau. Mais ce qui rend le Hoatzin vraiment chelou, c'est que ces juvéniles possèdent des griffes sur leurs ailes, vestiges de leur héritage dinosaurien. Mais bon, le Hoatzin, lui, malgré qu'il est chelou, a réussi à survivre à l'activité humaine dans son environnement, ce qui n'est pas le cas de la prochaine espèce qu'on va voir. En effet, si vous vous retrouviez sur l'île Maurice il y a 500 ans, vous tomberiez sûrement sur un gros piaf maladroit, le dodo, un oiseau proche de la lignée du pigeon qui mesurait 1 mètre de long pour une masse de 10 kg. Il vivait dans les forêts et les plaines de l'île Maurice, et bizarrement, il n'avait pas peur de l'homme, ce qui est d'ailleurs une des raisons pour son extinction. Car lorsque les Européens sont arrivés, les dodos, non habitués à la prédation, se retrouvèrent submergés par une vague de prédateurs voraces. Tout d'abord l'homme, qui le chassait pour sa viande, pas très compliqué à trouver, mais aussi les espèces que l'homme a amenées avec lui, notamment les rats, les porcs, les macaques, les chiens et les chats, qui s'attaquèrent non seulement aux adultes, mais aussi aux œufs, ce qui en l'espace d'une centaine d'années a fait disparaître entièrement le dodo vers la fin du XVIIe siècle. Mais son histoire est peut-être sur le point de recommencer, car des scientifiques anglais espèrent ressusciter le dodo
en reconstituant son ADN et en implantant l'embryon dans un œuf d'un de ses cousins les plus proches, le pigeon. Et oui, car le pigeon, malgré son air très banal, renferme de nombreux secrets. Le pigeon biset, qui est l'espèce que l'on voit tous les jours en ville, avec une envergure comprise entre 62 et 72 cm pour une masse d'environ 300 à 400 grammes. Les pigeons bisets, à l'état sauvage, vivent en groupe dans les formations rocheuses et les falaises où ils font leur nid. Ils ont un régime alimentaire opportuniste, se nourrissant de graines, de fruits, d'insectes et de basiquement tout ce que les êtres humains mangent. Les pigeons ont un lien très étroit avec l'humanité. En effet, nous avons domestiqué les pigeons depuis plus de 5000 ans pour d'abord la nourriture, et on a par conséquent donné naissance à de nombreuses races, mais on les a aussi utilisés comme pigeons voyageurs pour par exemple transporter des messages en s'aidant d'une des particularités les plus cheloues du pigeon. La magnétoréception, qui si on simplifie, veut juste dire que les pigeons ont une boussole intégrée dans leur crâne, qui leur permet de sentir le champ magnétique terrestre. Donc, pour transporter un message à un endroit, on y prenait un pigeon, puis on y attachait le message, et on le relâchait pour véhiculer le message. Ce qui est assez fort comme technique, on va pas se mentir. On a aussi domestiqué des pigeons pour détecter le cancer du sein. Ouais, vous avez bien entendu, car en faisant passer des scans d'IRM devant des pigeons, ils ont été capables de détecter quel patient avait le cancer. Mais il y a bien une raison pour laquelle les pigeons sont mal vus aujourd'hui. En effet, au fil des siècles, certains pigeons se sont échappés des élevages et ont pris avantage de la ressemblance des milieux urbains avec leurs habitats naturels pour proliférer. En fait, les pigeons étaient naturellement répandus seulement en Asie, en Europe et en Afrique, mais on les a tellement foutus partout qu'ils ont fini par se retrouver en Amérique. Mais les pigeons reculent face à un ennemi venu des océans, la mouette. Mais de quelle mouette on parle en fait? Parce qu'une mouette, ça veut absolument rien dire. En fait, ce nom fait référence à au moins une dizaine d'espèces. Donc si on veut parler de mouette, on va devoir être précis. Donc quand on veut parler de mouette, on parle généralement de la mouette la plus commune dans nos contrées, la mouette rieuse, l'espèce la plus commune en Europe. La mouette rieuse est un oiseau de taille moyenne, mesurant une envergure comprise entre 90 cm et 1 mètre. Les mouettes rieuses ont un plumage différent selon la période de l'année, avec une tête noire et des ailes grises, avec un croupion noir en été, et en hiver, il a une tête blanche, un corps blanc et des ailes grises. Cette mouette vit en groupe d'une vingtaine d'individus dans de nombreux environnements comme des lacs, des marais, des étangs côtiers et toutes sortes de lieux aquatiques. Mais il lui arrive de temps en temps de squatter les villes, là où elle entre en concurrence avec des oiseaux comme le pigeon et les corbeaux. Elle se nourrit de déchets, de matières végétales, de toutes sortes d'insectes et de viande. D'ailleurs, les mouettes ont un comportement assez drôle qui consiste à pondre leurs œufs dans le nid d'autres mouettes pour avoir plus de chances d'avoir une descendance. Mais contrairement à la mouette, certains oiseaux ont choisi de rejeter la modernité et d'embrasser le mode de vie campagnard, comme le faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide du monde. Le faucon pèlerin est une espèce de rapace répartie dans le monde entier. C'est un oiseau solitaire qui vit dans les falaises rocheuses ou les arbres et chasse de nombreuses espèces d'oiseaux, comme les pigeons, les canards et les mouettes, qu'il attaque d'une manière bien particulière. En effet, il utilise l'attaque en piqué, qui consiste à s'élever dans les airs et à foncer sur ses proies à une vitesse vertigineuse pouvant aller jusqu'à 389 km/h, même si en général la vitesse de cette attaque se situe vers les 160 km/h. D'ailleurs, c'est pour ce genre de qualité que l'être humain a décidé de domestiquer le faucon pèlerin il y a des milliers d'années pour l'aider lors de la chasse, même si depuis l'introduction des armes à feu, il est un peu passé de mode, mais malgré tout ça, le faucon pèlerin n'est pas invincible, souffrant d'une prédation de grands rapaces comme les aigles et les hiboux, rarement aussi d'animaux comme les chats et les renards, mais leurs œufs peuvent aussi être victimes de la prédation de rats et de lézards. Le faucon pèlerin a même souffert de l'épandage d'un pesticide, le DDT, qui l'a empoisonné et a causé la chute de sa population. Mais au moins, contrairement à son gigantesque cousin préhistorique, le faucon pèlerin est toujours en vie. Car à une époque, on pouvait croiser l'Argentavis, le plus grand oiseau n'ayant jamais existé, un rapace gigantesque qui vivait en Amérique du Sud il y a environ 7 millions d'années, aux côtés d'animaux comme Glyptodon et Megatherium. Il avait une envergure d'environ 7 mètres, ce qui est juste énorme. Il avait une vitesse de vol d'environ 40 km/h, ce qui est assez normal pour sa taille, mais malheureusement, ce formidable oiseau s'éteindra il y a 6 millions d'années. Mais maintenant qu'on a fait le tour des Néo-Aves, revenons aux deux autres lignées d'oiseaux modernes. Les paléoniates, qui sont les autruches, émeux, etc. Et les volailles, qui sont les volailles. Et bon, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer là. On va commencer par parler du groupe des volailles, ou ok, bref, je vais même pas essayer de dire ça, c'est trop compliqué. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les volailles sont apparues il y a environ 80 millions d'années. C'est un groupe d'oiseaux assez unique, avec des couvées de 5 à 10 œufs, ce qui est beaucoup pour leur taille.
De plus, pour des oiseaux, les jeunes sont assez prématurés, capables de marcher et de se nourrir seuls peu après la naissance. Les volailles sont des oiseaux aussi connus pour une seule raison, leur statut de victime auprès des êtres humains. En effet, les volailles sont beaucoup élevées en captivité pour leur viande et leurs œufs depuis des milliers d'années. Alors au début ça allait, les volailles bénéficiaient d'une certaine liberté dans l'élevage, mais il y a quelques dizaines d'années, les êtres humains ont eu une idée de fou, créer littéralement des camps de concentration pour volailles. Des lieux où les individus n'ont aucune liberté de mouvement, marchant littéralement dans leur merde, les pauvres sont même sélectionnés génétiquement pour grandir le plus rapidement possible, ce qui fait que beaucoup sont trop gros pour leur âge et ne peuvent littéralement pas marcher à cause de ça. Et ne parlons pas des canards auxquels on donne littéralement une maladie de foie pour le manger ensuite. Donc on peut dire qu'à cause de nous, certaines volailles ont vraiment une vie de merde. Les volailles sont en fait divisées en deux sous-groupes. Les ancériformes qui sont les canards, les oies, les cygnes, etc. Ces oiseaux ont un mode de vie semi-aquatique, vivant dans les lacs, les étangs, et tout milieu aquatique en général, où ils se nourrissent de crustacés, de racines, d'algues, de têtards, de mollusques et de poissons. Les canards cachent quelque chose sous leur sourire, car les mâles de certaines espèces violeront parfois collectivement les femelles, ce qui s'éloigne un peu de l'image mignonne qu'on leur donne habituellement. Mais on a de la chance de nos jours, car il y a environ 52 millions d'années, la lignée des canards comportait des animaux comme Gastornis, un gros piaf omnivore qui mesurait une taille comprise entre 1,5 et 2 mètres de haut, ce qui est énorme. Mais le deuxième sous-groupe de volailles est le groupe des galliformes, qui sont le groupe des poules, dindes, perdrix et faisans. On compte plus de 300 espèces de galliformes sur la planète. Les galliformes préfèrent pour la plupart éviter de s'envoler, ayant un vol assez maladroit. Ils sont omnivores à préférence herbivores, se nourrissant de graines, plantes, insectes et parfois de cadavres. On peut aussi voir qu'ils peuvent parfois être cannibales, comme cette poule nous le montre. Les galliformes sont très connus pour être les victimes suprêmes des êtres humains, car on a une dizaine d'espèces qui nous servent de nourriture. D'abord le poulet qui habite naturellement en Indonésie, mais a été foutu littéralement partout par la race humaine, et qui vit au goulag maintenant. La dinde qui se fait génocider à chaque Thanksgiving, les perdrix et les faisans qui sont introduits dans les forêts juste pour nous servir de repas. Donc ouais, on leur fait du sale aux galliformes. Mais la lignée cousine des volailles, elle, est loin d'être un groupe de victimes, croyez-moi, car certains ont même gagné une guerre contre les êtres humains. Voici les paléoniates, un groupe de grands oiseaux assez primitifs qui comprennent les émeus, les casoars, les kiwis et les fameuses autruches. Aujourd'hui, ces oiseaux sont majoritairement confinés à l'hémisphère sud, même si à une époque, ils vivaient en Europe et en Amérique du Nord. Bon, dans cette partie de la vidéo, on va parler seulement des 3 espèces les plus connues, l'autruche, l'émeu et le casoar. Et on va commencer par le casoar, et on va finir par l'espèce qui a littéralement gagné une guerre contre l'armée australienne. Le casoar est un oiseau dont on peut résumer les caractéristiques avec seulement 2 mots, pure violence. 16 oiseaux dont il existe 3 espèces vivent principalement en Nouvelle-Guinée et en Australie. Ils ont un régime alimentaire omnivore, à préférence herbivore, donc ils mangeront plus de graines que de viande. Au niveau de la reproduction, cet oiseau a décidé d'échanger les rôles traditionnels. Car après l'accouplement, au lieu de la fâcheuse tendance du père absent, cette fois-ci c'est la mère qui va chercher du lait, et c'est donc au père de s'occuper des petits. En dehors de ça, les casoars sont très territoriaux, se montrant parfois très violents envers les membres de leurs espèces. Mais le danger est surtout pour nous, car cet oiseau du démon, en plus d'avoir un comportement de sociopathe, possède des jambes puissantes, dotées de griffes tranchantes comme des poignards, qui sont littéralement la cause de la mort de dizaines de personnes. Car il arrive souvent que le casoar s'aventure dans des villes, notamment en Australie, où les rencontres douloureuses sont fréquentes. Et malgré tout ça, certains êtres humains ont été assez fous pour les nourrir, même pour les domestiquer. Oui, il y a vraiment des gens qui ont fait ça. Mais heureusement, son cousin africain, l'autruche, est beaucoup plus chill. En effet, l'autruche ou le genre Struthio est un genre d'oiseau réparti entre l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est le plus grand oiseau vivant avec une taille de 2 mètres de haut qui peut aller jusqu'à 3 mètres de haut. D'ailleurs, les autruches ont les plus gros yeux de tous les vertébrés terrestres. Elles peuvent aussi sauter jusqu'à 1,50 m de hauteur et 4 mètres de longueur, ce qui est assez flippant. Les autruches sont omnivores, à préférence herbivores, se nourrissant un peu de tout. Elles vivent dans la savane au milieu d'espèces comme les lions, les zèbres, etc. et peuvent courir jusqu'à une vitesse de 90 km/h pour leur échapper. Et malgré qu'elle soit beaucoup plus calme que son cousin le casoar, elle peut one-shot des prédateurs comme des lions, des hyènes et des humains avec son pied. Et malgré ça, l'autruche est un animal communément élevé pour sa viande et ses gros œufs. Une autre histoire avec cet animal date d'il y a très longtemps, remontant au début même de l'humanité, il y a environ 200 000 ans. Et donc, des tentatives de domestication ont été faites au fil du temps. Mais même si elle ne s'est pas faite victimiser par les êtres humains comme les poules, elle s'est quand même fait soumettre par l'humanité, mais on va rapidement voir qu'une espèce de paléoniate, elle a refusé de se soumettre au joug des êtres humains et a décidé de nous défier. Voici l'émeu d'Australie, un oiseau qui fait partie des plus grands
étant devancé seulement par l'autruche, avec une taille d'environ 1,50 m à 2 m. C'est un oiseau omnivore, vivant comme son nom l'indique, l'Australie, dans les plaines et les forêts. Ce sont des oiseaux plutôt solitaires, mais qui vivent parfois en petits groupes et en couple. Cet oiseau n'étant pas trop territorial. À l'arrivée des aborigènes en Australie il y a 40 000 ans, les émeus commencèrent à se faire chasser par l'homme. Mais ce n'est qu'à l'arrivée des Européens que les émeus commencèrent à se rebeller. Car lorsque les Européens commencèrent à créer des fermes, etc., les émeus s'y attaquaient, détruisant les récoltes et abîmant les propriétés. Ce qui mena à une réponse drastique. Car peu après la Première Guerre mondiale, les fermiers en avaient absolument marre de tout ça. Donc, en 1932, quand une horde de 20 000 émeus était sur le point de s'installer dans les terres agricoles, ils demandèrent à l'armée de s'occuper de ça. Donc le major Meredith, comme il s'appelait, voulut tendre une embuscade à un groupe d'environ 1 millier d'émeus, mais échoua lamentablement. Avec qu'une soixantaine d'oiseaux morts. Mais dû au fait que leurs armes se sont enrayées et à la difficulté de viser, donc plein de sommes, il décida de retenter l'expérience et eut plus de succès comparé à la première tentative. Mais bon, ce ne fut pas vraiment la fin du problème. Donc si on résume, l'armée australienne a failli se prendre une dérouillée par un gros piaf. Donc vous voyez qu'au final, les oiseaux ne sont pas si différents de leurs ancêtres que ça. Donc maintenant que vous savez comment les dinosaures sont devenus des oiseaux, vous voudriez peut-être savoir comment les dinosaures ont dominé la surface terrestre pendant plus de 100 millions d'années. Pour le savoir, vous pouvez regarder ces deux vidéos qui racontent l'évolution des dinosaures, des plus minuscules comme le Microraptor, jusqu'aux titans comme les T-Rex.